contrainte admissible dit sol, contrainte de rupture, contrainte à NELI, contrainte à NLS. Quelle est la vraie contrainte à considérer pendant le dimensionnement d'une semelle ou d'un radier général? Est-ce que tous les types de contraintes que je viens de citer là, ce sont des contraintes qu'on peut trouver au niveau de laboratoire après avoir effectué bien sûr les essais, ou carrément il y a d'autres contraintes qu'on ne peut pas considérer? Alors, je sais que beaucoup de gens se posent énormément cette question, de savoir que pendant les dimensionnements de la semelle de la fondation, est-ce que la contrainte que nous sommes censés de considérer, c'est quel type de contrainte? Est-ce qu'on peut considérer une contrainte en NELI, la contrainte en LS, la contrainte admissible dit sol, ou carrément la contrainte de rupture? Déjà, ce qu'il faut comprendre au moins, ça se diffère. La contrainte de rupture est différente de la contrainte admissible dit sol. Et comme le nom même le dit clairement, la contrainte de rupture, c'est-à-dire que c'est l'état limite au moins de la résistance au moins de l'ouvrage. C'est là où on peut parler de la contrainte de rupture. C'est-à-dire que on suppose que les bâtiments arrivent justement à la fin, à la limite au moins de sa résistance, jusqu'à tel point que la structure va céder. Ça c'est d'une manière globale. Alors, une autre question, est-ce que après avoir effectué les essais au laboratoire, la contrainte que les laboratoires nous donnent pendant les dimensionnements, un ingénieur est censé de prendre directement cette contrainte afin de dimensionner l'ouvrage, ou bien l'ingénieur peut aussi faire des analyses pour comprendre d'abord si réellement la contrainte qui a été trouvée au niveau du laboratoire, c'est une bonne contrainte, ou carrément il y a des trucs que l'ingénieur est censé premièrement de comprendre. Dans cette formation, nous allons travailler ensemble avec vous. Nous allons plutôt analyser l'étude géotechnique des laboratoires des sols et des matériaux fait par l'entreprise Safricas. C'est pour un projet R+4. OK? Donc, vous avez les rapports et là avec tous les éléments nécessaires tels que décryptés par l'entreprise. Alors, comme vous le savez très bien, l'ingénieur n'est pas là seulement pour gober. C'est vrai, c'est notre laboratoire que nous aimons énormément beaucoup, mais nous sommes censés aussi de contre-vérifier et faire aussi des analyses afin de comprendre et clairement comment est-ce que ces rapports nous donnent des informations par rapport à la contrainte admissible du sol. Donc, nous allons voir comment analyser les résultats des laboratoires des sols et des matériaux dans ces rapports. Vous allez comprendre premièrement comment ça fonctionne, comment est-ce que vous serez à mesure d'avoir une idée sur la conclusion venant bien sûr d'une étude géotechnique. Sans plus tarder, let's go. Salut très chers collègues, salut très chers abonnés, salut très chers téléspectateurs, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, une chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Merci de votre fidélité, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos vidéos, commentez ainsi que partagez.
Alors, dans cette formation, nous allons travailler ensemble avec vous. Nous allons analyser les rapports que nous avons pris au niveau du laboratoire. Et donc, concernant les essais, bien sûr, du laboratoire, pour un bâtiment R+4. Comme je l'ai dit dans mon introduction, l'idée dans cette formation, c'est tout simplement de pousser en fait les ingénieurs d'analyser premièrement les rapports géotechniques pour avoir une idée enfin de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Puisque généralement, comme vous allez le remarquer, après avoir effectué les essais au niveau des laboratoires, il y a toujours une conclusion que les laboratoires nous donnent à la fin, pour dire que si vous utilisez mal les données géotechniques et qu'après vous avez des problèmes, par exemple le bâtiment s'écroule, ou carrément il y a d'autres anomalies qui peuvent arriver au niveau du bâtiment, comme des fissures et tout ce qui va avec, c'est-à-dire que le bureau d'études n'est pas responsable. La responsabilité sera tout simplement à celui qui a dimensionné le projet. Notamment, soit le bureau d'études qui a exécuté, ou carrément l'ingénieur qui avait gagné les marchés, c'est lui qui a exécuté en fait les projets sur chantier. Alors, c'est beaucoup plus important, premièrement, de comprendre comment ça fonctionne, et aussi pour maîtriser en fait comment est-ce que vous serez à mesure de bien dimensionner en fait vos éléments structurels après avoir obtenu en fait les études géotechniques venant des laboratoires. Alors, sans plus tarder, nous allons aller directement au niveau de la conclusion de ces rapports, afin de vous montrer s'il s'agit de quoi. Dans ce bâtiment ici, c'est un bâtiment en fait R+4. Concernant quelques informations supplémentaires, voilà, vous regardez même la date, vous allez voir que c'est récent. Voilà, donc c'est un rapport qu'on a reçu tout simplement pendant ce mois de juin 2023. Alors, vous avez premièrement, et il y a la table de matière ici. Voilà, premièrement, vous avez l'introduction, et puis l'emplacement et tout ce qui va avec, du chantier au point de vue sondage. Bon, ça, ce sont des informations supplémentaires, je n'en ai pas assez besoin. C'est juste pour voir et comment est-ce que le laboratoire avait décrypté en fait les points des essais. Voilà, ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est tout simplement la conclusion. Ok, c'est la conclusion. Peut-être je peux encore jeter un coup d'œil au niveau de l'étude des fondations. Ok, dans la description de l'ouvrage, résultat des essais, calcul de la capacité portante du sol en place, et puis calcul de la contrainte admissible. Donc, ce n'est que les deux points que je vais beaucoup plus analyser ensemble avec vous. C'est-à-dire que le point 4 et la conclusion 5. Voilà, donc tout ça, je peux passer un peu rapidement. Ok, donc je passe puisque je n'en ai pas assez besoin. Moi, je vais voir tout simplement le point. Et le point 4, comme je l'ai dit, et le point 5. Voilà, là vous avez une petite présentation en ce qui concerne l'emplacement du chantier. Même les sites également. Donc c'est présentement dans la ville province de Kinshasa. Vous avez quelques éléments. Donc vous allez voir vraiment c'est bien détaillé. Hein, donc c'est vraiment bien détaillé. Donc c'est pour dire que le laboratoire sincèrement avait bien positionné en fait ou bien donné en fait la description du chantier et tout ce qui va avec. C'est bien détaillé. Je peux passer rapidement. Voilà. Donc là vous avez même déjà donc la coupe, les différentes coupes par rapport au sondage. Regardez, donc là c'est déjà donc en plein travail pendant les sondages. Voilà, dans tout ça je peux passer ça, je passe rapidement. Voilà, moi je vais voir seulement deux points, les points 4 et les points 5. Voilà, là ça c'est déjà les points 5, puisque le point 5 est là, donc c'est la conclusion. Ok. Et puis maintenant, le point 4, je vais monter un tout petit peu là pour vous montrer d'abord un artus. Et après, on aura maintenant, nous allons voir la conclusion. Voilà. Le titre des fondations. D'abord, la description de l'ouvrage. Voilà, la description de l'ouvrage. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Nous ne disposons pas de tous les détails sur le plan architectural du projet. Néanmoins,
Les différents emplacements des points des sondages ont été choisis en accord avec l'ingénieur du projet. Voilà, exactement. Les points de sondage ont été répartis de telle manière à couvrir la zone délimitée par la construction du bâtiment. Voilà, tout ça, je peux passer également, je passe rapidement. Résultat des essais, vous avez les calculs de la portance du sol. Voilà, donc tout ce qui va avec. La contrainte admissible, vous avez donc la formule. Voilà, je vais descendre rapidement, je passe, tout ça, je passe. Voilà, je vais passer rapidement, je refuse que la vidéo soit très longue. Ok, je viens maintenant au niveau de la conclusion ici. Regardez la conclusion que nous avons obtenue au niveau des laboratoires. Au vu des résultats des différents essais réalisés en laboratoire et in situ, nous relevons ce qui suit. Premier point. La nappe phréatique a été repérée au cours de cette campagne des mois de juin 2023 à 1,50 m de profondeur. C'est pour dire que déjà à 1 m à 1,50 m de profondeur, il y a présence de l'eau. Le deuxième point. En se référant au sondage carotté, les sols en place sur cette parcelle, voilà les noms de la parcelle, justement donc l'avenue qui bâtit, est un sable argileux gris jaunâtre, à jaune entre les 0,80 m, donc 80 cm, et 6 mètres. Ok? Et après le point 3, étant donné la dispersion des points de sondage sur les sites, et en fonction du type de fondation de l'ouvrage, nous admettons le premier point, une contrainte admissible de 0,23 kg par cm², soit 23 kPa, devra être considérée pour les calculs des fondations exécutés à 1,50 m, à 1,50 m, donc 1,50 m de profondeur. Le deuxième point, ce sont des recommandations. Une contrainte admissible de 0,32 kg par cm², soit 32 kPa, devra être considérée pour les calculs des fondations exécutés à 2 mètres de profondeur. Le point 3, une contrainte de 0,60 kg par cm², soit 60 kPa, devra être considérée pour les calculs des fondations exécutés à 2,50 m de profondeur. Le point 3, une contrainte admissible de 0,70 kg par cm², soit 70 kPa, devra être considérée pour les calculs des fondations exécutés à 3 mètres de profondeur. À ce qui nous concerne, nous sommes ici, à 3 mètres de profondeur. Ok? Donc, on avait opté d'abord pour les 3 mètres. Mais le principe reste le même. De la même procédure pour la profondeur de 1,50 m, la profondeur de 2 mètres et de 2,50 m. Et puis le dernier point, une contrainte admissible de 1 kg par cm², soit de 100 kPa, devra être considérée pour les calculs des fondations exécutés à 3,50 m de profondeur. Ça, ce sont des recommandations à ce qui concerne la contrainte admissible du sol. Ok? Et après, maintenant, je vais encore passer. Je descends maintenant. Je suis maintenant au niveau des avertissements. Retenez seulement que à ces points ici, retiens que nous allons premièrement travailler beaucoup plus sur le quatrième point. Ok? Avec une profondeur de 3 mètres. Ayant une contrainte de 0,70 kg par cm², soit 70 kPa. Et puis, je descends maintenant au niveau des avertissements. Voilà, j'y suis là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avertissement et domaine de validité des résultats du présent rapport. Une reconnaissance des sols se fait de manière ponctuelle pour ces sites. Un sondage manuel et à la terrière descendu jusqu'à 5 mètres de profondeur. Et 4 sondages au pénétromètre descendu jusqu'à 6 mètres de profondeur sans atteindre de refit. Donc c'est pour dire que jusqu'à 6 mètres, il n'y avait pas de refit. Donc déjà à partir d'ici, on comprend qu'il n'y avait pas présence des roches. Il n'y en avait pas.
ont été réalisées, des variations stratigraphiques, voilà, entre les sondages tant horizontales que verticales peuvent exister, voilà, bien que les essais exécutés renseignent adéquatement sur la nature et les caractéristiques physiques des sols rencontrés, ils ne fournissent aucune information sur les conditions qui prévalaient, voilà, qui prévalent ailleurs. Alors, le deuxième point maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est pourquoi toute interprétation ou extrapolation des données en dehors des sondages comporte d'énormes risques. Les conclusions formulées ne doivent en aucun cas être généralisées sans des études plus approfondies. Le troisième point, regardez maintenant ici. Le troisième point, ce sont des avertissements. Il faut garder à l'esprit que, par mesure de sécurité, nous adoptons des valeurs qui représentent les 1/20, dans les 1 sur 20, de résistance dynamique trouvées avec les pénétromètres. Ces contraintes admissibles ne concernent pas les couches sous-jacentes non sondées par l'appareil. Je réponds, c'est ce point qui est beaucoup plus intéressant aussi pour nous. Il faut garder à l'esprit que, par mesure de sécurité, nous adoptons des valeurs qui représentent le 1 sur 20 des résistances dynamiques trouvées avec les pénétromètres. Ces contraintes admissibles ne concernent pas les couches sous-jacentes non sondées par l'appareil. Déjà, sur ces points, ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire quoi? La contrainte que vous voyez ici, les différentes contraintes que vous voyez ici, première contrainte de 0,23 kg par cm², deuxième contrainte de 0,32 kg par cm², selon bien sûr les différentes profondeurs, troisième contrainte de 0,60 kg par cm², quatrième de 0,70 kg par cm², et le cinquième de 1 kg par cm². Donc ça représente tout simplement le 1/20 de la vraie contrainte trouvée au niveau du sol. Ça représente le 1/20 de la vraie contrainte trouvée au niveau du sol, en faisant bien sûr les sondages, les essais que les laboratoires avaient fait. Cela revient à dire quoi? Déjà ici, vous allez comprendre qu'en réalité, à ce qui concerne les différentes couches du sol, il n'y en a pas assez, donc apparemment, selon leurs études, ils avaient trouvé que qu'une seule couche du sol, voilà, donc c'était mentionné quelque part ici, voilà, donc je crois que c'était au début là. Là, ils ont parlé de sable un peu jaunâtre, tout là. Ok? Donc, mais si vous regardez bien ici, vous allez voir que on a une contrainte un peu faible. La contrainte est toujours de 0,23, les 0,23. Comme la première contrainte par exemple, c'est une contrainte de 0,23 kg par cm². Alors si je vais par exemple avoir cette contrainte en mégapascal, attendez, nous allons calculer ça ensemble avec vous. Si je vais avoir la première contrainte en mégapascal, c'est-à-dire je suis obligé de faire quoi? C'est juste question de prendre les 0,23 kg par cm², je vais diviser ça par 10. Ok? Tout comme je peux calculer ça même à partir des robots, comme vous le savez très bien. Robot fait la conversion des unités. Et donc, je peux prendre 0,23, je divise ça par 10, ok? Ça me donne directement 0,023. Donc, c'est pour dire que la première contrainte a une profondeur de 1,50 m. La contrainte trouvée en mégapascal, ça sera une contrainte de 0,023. Donc, allez-y comprendre que c'est une très faible contrainte. C'est vraiment faible. C'est vraiment faible. Déjà, avec cette contrainte, si je vais dimensionner le bâtiment, ou bien je vais calculer en fait la fondation, alors ne sois pas étonné si par contre que vous calculez un bâtiment de R+3 ou bien de R+2, mais après avoir dimensionné en fait la semelle isolée, vous vous rendez compte que la semelle isolée n'est pas économique, et puis les semelles donc sont chevauchées, et même si vous vérifiez également la semelle filante, ça peut pousser de manière à ce que la semelle filante ne soit pas aussi économique. Et au finish, par conclusion, vous serez maintenant obligé soit d'opter pour un radier général.
Alors, allez-y comprendre, c'est comme j'aime beaucoup plus dire que des radiers générales pour un bâtiment R+1, R+2. Et bon, en tout cas, il faudrait que vous puissiez au moins bien refaire les calculs. Ou de deux, d'abord comprendre d'abord l'usage en fait du bâtiment en question. Puisque sinon, alors, vous ne serez pas économique. Et là, ça sera un peu vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Vous risquerez même d'être critiqué auprès de d'autres confrères ingénieurs pour dire que comment est-ce qu'un petit projet comme ça, les projets aussi qui n'est pas beaucoup plus exposé, pouvez réaliser ça avec un radier général. Alors, si je prends par exemple la deuxième contrainte, la contrainte de 0,32 kPa, ici également j'aurai une contrainte de 0,032. Là, j'aurai la contrainte de 0,06 mégapascal. Là, j'aurai la contrainte de 0,007 mégapascal. Et ici, maintenant, j'aurai la contrainte de 0,1. Puisque si je prends 1, je divise ça par 10. J'aurai la contrainte de 0,1 mégapascal. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est comme ça que vous serez à mesure de bien comprendre, de bien analyser, en fait, les données géotechniques. Mais, si vous vérifiez bien, vous descendez en bas, vous allez voir que le laboratoire a bien explicité pour nous dire que les contraintes que le laboratoire nous a données ici, c'est le 1 tiers, donc disons comment c'est le 1/20e de la vraie contrainte trouvée. Justement, pourquoi le laboratoire a fait ça comme ça? C'est-à-dire que il a divisé la vraie contrainte par 20, justement pour raison de sécurité. Pour raison de sécurité. Donc ça se passe comme ça partout. Ça se passe comme ça. Ok? C'est pour raison de sécurité. C'est-à-dire que déjà, ils se disent que si au moins le laboratoire nous donne la vraie contrainte, par exemple, supposons ici on a trouvé la contrainte de 1 mégapascal, et que le laboratoire nous donne cette vraie contrainte de 1 mégapascal, c'est-à-dire qu'au cas où l'ingénieur, ou bien le bureau d'études qui est en train de calculer le projet, l'ingénieur n'a pas été assez fort, ou bien l'ingénieur n'a pas bien maîtrisé, ou ne maîtrise pas les cours de calcul des structures, notamment les logiciels de dimensionnement comme Robot Structural Analysis, Gretec, que ce soit CPCAD, ainsi que Revit Structure, et tant d'autres de logiciels, l'ingénieur peut aussi commettre une erreur. Et au cas où le bâtiment s'écroule, ou bien il y a des fissurations, c'est-à-dire même les bureaux d'études qui avaient donc fait les études géotechniques, en tout cas, aura un grand problème. C'est-à-dire que le bureau d'études aussi sera exposé. Raison pour laquelle, pour mesure de sécurité, les bureaux d'études prennent la vraie contrainte trouvée au niveau du sol, divisent ça généralement, les autres même divisent ça par 10, les autres par 20, les autres par 25, les autres par 30, donc ça dépend d'un bureau d'études à un autre. Mais généralement, par rapport à ça, vous allez remarquer que la vraie contrainte a été divisée par 20 pour avoir maintenant cette contrainte, la faible contrainte que vous voyez ici pour mesure de sécurité. Je vais rentrer encore au niveau de cette conclusion ici, cet avertissement. Regardez, donc le 1/20e est là. Ok? Alors cela revient à dire quoi? Si maintenant moi je vais trouver la vraie contrainte qu'on avait trouvée justement au niveau des laboratoires, pendant en fait les essais, je suis maintenant obligé de faire quoi? Je vais prendre tout simplement la première contrainte. Ok? Cette contrainte de 0,23. Je vais multiplier ça maintenant, ça sera donc multiplié par 20. Ok? Puisque si vous prenez ça, donc ça sera, j'aurai donc cette contrainte que je vais multiplier. Ok? Non, attendez. J'aurai cette contrainte que je vais donc je serai obligé maintenant de prendre cette contrainte que je vais multiplier par 20. Si je prends cette contrainte, donc ça sera 0,23 que je vais multiplier par 20 pour avoir la vraie contrainte par 20. Voilà, la vraie contrainte, ça me donne donc 4,6 kg par centimètre carré. Ok? Alors, si je vais maintenant avoir ça en mégapascal, c'est juste question de prendre 4,6 kg par centimètre carré. Je vais diviser ça maintenant, je divise ça, donc par 10. Voilà, ça me donne la contrainte de 0,46 mégapascal. Donc, c'est ça la vraie contrainte qu'on avait trouvée. Ok? C'est ça la vraie contrainte. C'était donc la contrainte de 0,46 mégapascal. Ok? C'est-à-dire, maintenant, en kilogrammes par centimètre carré, donc ça nous a donné une contrainte de 4,6 kg par centimètre carré. Ok? Alors, les 4,6 kg par centimètre carré, c'est la vraie contrainte qu'on avait trouvée ici. Mais, pour raison de sécurité, ok? Comme mentionné ici, il faut garder à l'esprit que, par mesure de sécurité,
nous adoptons des valeurs qui représentent les 1 vingtième des résistances dynamiques trouvées avec le pénétromètre. Ok? Pour mesure de sécurité, maintenant, ils ont pris la vraie contrainte, ils ont divisé ça en fait. Ils ont divisé ça, la vraie contrainte, ça. Ils ont divisé ça par 20. En divisant par 20, c'est là où maintenant vous allez trouver cette contrainte de 0,23. Et la contrainte de 0,23, c'est ça, la contrainte que vous voyez ici. C'est ça la contrainte. Ok? C'est cette contrainte que le laboratoire a trouvée, les 0,23. Vous voyez? Exactement, c'est ça. Donc, c'est comme ça que vous serez à mesure de bien comprendre, d'abord bien analyser, en fait, les données géotechniques. Alors, je prends maintenant par rapport à ça, notre contrainte de 0,70 kg par centimètre carré. Alors, cette contrainte aussi, je vais procéder de la même façon. Alors, si je vais voir la vraie contrainte, je serai obligé de prendre les 0,70, ok, que je vais multiplier par 20. Voilà, ça me donne 14 kg par centimètre carré. Donc, c'est ça la vraie contrainte trouvée. Ok? 14 kg par centimètre carré. C'est ça la vraie contrainte que le laboratoire avait trouvée ici. Mais pour raison de sécurité, ils ont pris les 14 kg par centimètre carré, ils ont divisé ça par 20 ici. Donc, si je rentre, je divise ça également par 20. Voilà, donc ça me donne les 0,70 kg par centimètre carré. Donc, c'est la contrainte que vous voyez ici. 0,70 kg par centimètre carré. Ok, ça c'est une contrainte qu'on nous donne tout simplement pour mesure de sécurité. Ok, mais la vraie contrainte, en réalité, ce n'est pas ça. Alors, si je vais maintenant voir ça aussi, cette contrainte en mégapascal, je vais faire la même chose. Je prends ça, je divise ça par 10. Divise par 10, ça me donne directement une contrainte de 0,07 mégapascal. Donc, c'est comme ça que vous serez à mesure, justement, de bien comprendre, en fait, comment analyser un rapport géotechnique. Alors, la conversion maintenant des unités, c'est très très simple. Tout comme, je peux convertir ça sur Robot Structural Analysis. Regardez, je fais d'abord la conversion à la main. C'est-à-dire, je prends cette contrainte, 0,70. Je vais avoir ça en mégapascal. N'importe quelle unité en mégapascal, je vais diviser par 10. Ça me donne une contrainte de 0,07 mégapascal. Alors, je vais convertir ça aussi sur Robot Structural Analysis. Je prends une contrainte de 0,70 kg par centimètre carré. Je m'en vais sur Robot. Voilà, à partir d'ici, je peux prendre directement. Je vérifie d'abord l'option géotechnique. Je clique sur la contrainte. Là, déjà, c'est en mégapascal. Alors, pour faire la conversion simple, je suis obligé de faire quoi? Je vais d'abord changer le paramétrage de mes unités ici. Je viens là, je prends unité. Préférence de la tâche. Voilà, je prends force. Déjà, la contrainte ici, je me dis, la contrainte, je vais changer la contrainte. Je prends d'abord l'unité de force telle que définie ici dans le rapport, c'est les kilogrammes. Moi également, je viens ici, je prends kilogramme. Et l'unité maintenant de longueur ici, c'est combien ici dans le rapport? C'est les centimètres carrés. Donc, moi également, je viens ici, je vais prendre centimètres carrés. De là, je viens de prendre la même unité, les mêmes unités utilisées donc par les laboratoires. Je clique sur OK. Et puis, je vais confirmer ça. Je confirme. OK? Je confirme. Et puis, maintenant, je vais rentrer sur Options géotechniques. Je prends la contrainte. Voilà. À partir d'ici, maintenant, la contrainte admissible. Il s'agit d'une contrainte admissible. Ce n'est pas la contrainte en ELI ni en LS. Mais je parle d'une contrainte admissible telle que donnée par le laboratoire. 0,70 kg par centimètre carré. Je prends ça tel que représenté ici. Une contrainte de 0,70 kg par centimètre carré. 0,70 kg par centimètre carré. Alors, comment je vais faire la conversion ici des kilogrammes par centimètre carré en mégapascal? Je suis obligé tout simplement de cliquer ici. Je clique sur OK. Dès que je clique sur OK, c'est bon déjà pour moi. Je vais rentrer tout simplement ici pour changer maintenant l'unité. Je prends préférence de la tâche. Là maintenant, je vais prendre mégapascal. Donc, je suis obligé de changer ici. OK. Et là aussi, je peux prendre, je laisse mètre. Je clique sur OK. Voilà. Là, d'ailleurs, ça vaut pas la peine. C'est pas grave. Je prends ici également mégapascal. Là, je prends le mètre carré. Voilà. Je vais changer aussi l'unité. Je clique sur OK.
Maintenant, je vais rentrer au niveau de l'option géotechnique. Vous allez voir que la conversion est déjà là. Vous voyez? Là, maintenant, j'ai une contrainte de 0,070 mégapascal. Donc, je viens de faire la conversion sur Robot Structural Analysis. Même si je viens ici, vous vérifiez, vous allez voir que c'est la même chose. 0,07 mégapascal. Donc, c'est comme ça que vous serez à mesure de bien faire la conversion sur Robot Structural Analysis. Alors, pour essayer un peu de citer concernant cette formation. Alors, retenez que pour un ingénieur, c'est vraiment important de faire des analyses. C'est comme je l'ai dit chaque fois. Ce qui est beaucoup plus important pour un ingénieur, c'est d'abord les analyses. C'est d'abord les analyses. L'ingénieur n'est pas là seulement pour gober tout ce que nous recevons. Ok? Généralement, vous pouvez recevoir aussi un bon rapport, tel que les rapports que vous voyez ici. C'est un rapport qui est vraiment normal, c'est un bon rapport. C'est bien détaillé, tout est bien fait. Tout est bien fait, donc le laboratoire a bien fait donc les rapports. Mais c'est juste question maintenant, c'est à l'ingénieur de comprendre s'il s'agit de quoi. C'est à l'ingénieur de comprendre comment dimensionner, afin de ne pas avoir des problèmes. Afin de ne pas avoir des problèmes. Alors, allez-y comprendre que si par contre que vous prenez une faible contrainte, vous dimensionnez un bâtiment R+4, tel que les cas que vous voyez ici, c'est un bâtiment R+4, ok? Vous prenez une contrainte vraiment très très faible. Et pendant le dimensionnement, étant donné que c'est un bâtiment d'habitation, ou généralement, je prends un exemple, ça peut être aussi un bâtiment R+2, et en un clin d'œil comme ça, vous obtenez directement le choix de réaliser un radier général. Donc ça sera un peu compliqué pour vous. Ça sera vraiment compliqué pour vous. Ok? Donc voilà ce que je voulais vous partager concernant cette formation. J'espère que vous avez très bien compris s'il s'agit de quoi. La chaîne Jinkunga Tutoriel est là tout simplement pour aider notre communauté. Nous sommes en train de partager nos connaissances ensemble avec vous pour aider notre communauté afin d'être très très forte et aussi de pallier à tout ce qu'on peut avoir comme problème sur chantier, mais aussi dans nos bureaux d'études. Voilà, j'espère que nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Vous avez bien suivi comment est-ce que on peut étudier, ok, analyser en fait une étude géotechnique et comment analyser également les résultats des laboratoires, des sols et de matériaux. Ok, puisque n'oubliez pas que le bureau d'études, hormis les choix de la contrainte admissible que le bureau peut nous proposer, il propose également les matériaux à utiliser dans les sens où, par exemple, vous pouvez utiliser la semelle isolée, ok, la semelle isolée, la semelle filante ou carrément les radiers générales et tout ce qui va avec. Donc, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube. Likez nos vidéos, commentez ainsi que partagez. Si vous avez des questions, des suggestions, écrivez-nous. Au moment opportun, nous allons répondre afin de discuter sur plusieurs points. Au revoir.